Merci, Monsieur le Président. Je réponds à la première question posée par le député Guimet. Oui, je pense que le gouvernement est en train de faire de son mieux et j'avoue franchement que les instructions du chef de l'État dans le sens qu'il faut absolument trouver des vivres, accompagner les citoyens lambda et au bon fixe. Les ministres du Plan, de l'Agriculture et des Finances sont en train de travailler d'arrache-pied, donc je ne voulais pas sincèrement d'y rentrer dans ces détails, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de vivres qui ont été déposés dans les provinces et notre population est en train de se procurer. En ce qui concerne le masque, la dernière fois, j'ai discuté avec mon collègue de communication. Des millions de masques ont été offerts gratuitement à nos populations, à nos populations dans toutes les provinces. Sur ces points-là, je crois que le Tchad est en train de faire beaucoup. En ce qui concerne maintenant les mesures d'accompagnement, le Tchad, c'est un des rares pays africains qui a fait en sorte que tous les malades sont pris en charge à 100%, testés gratuitement, guéris gratuitement, confinés gratuitement et en même temps, nous leur donnons à manger. Pour le confiner, 14 jours, tout le long de la frontière, plus de 12 000 confinés ont reçu le logement et en même temps la bouffe gratuitement. Ceux qui sont malades ont été pris en charge à 100%. En 100%. Et sur ces points-là, je crois que le Tchad a fait son devoir. Par rapport à l'épidémie, quand elle est inscrite, on dit épidémie. Mais nous ne sommes pas à une épidémie. Une épidémie, c'est lorsque la maladie est circonscrite dans une zone bien définie. Mais le cas du Tchad, honorable député Guimet, le cas de Covid, c'est devenu déjà dans tous les continents. Il n'y a pas un continent qui est épargné. Et là, maintenant, c'est une pandémie. Désolé qu'on la compare maintenant avec le paludisme et les autres types de maladies que nous avons déjà des médicaments pour ça, nous les contrôlons. Dans certains pays, c'est complètement éliminé et nous pensons que d'ici 2030, on sera en mesure de contrôler à 100%. Peut-être on dit le Tchad, vers les années 2030, sera sans paludisme. C'est possible. Dans d'autres pays, c'est fait. Il ne faut pas comparer des choses qu'on ne peut jamais les comparer. Pas du tout, c'est pas possible ça. Ça, c'est une pandémie. Regardez, dans certains pays, on n'arrive même pas à enterrer les morts. On n'arrive même pas à enterrer les morts. Et si le cas du Tchad aujourd'hui, nous arrivons à le maîtriser, et si nous respectons très bien les mesures barrières, on fera en sorte que ça ne rebondit pas. Ne voyez pas qu'aujourd'hui, au Tchad, en Djamena, il y a 0 malade. Au Tchad, au total, c'est 7. C'est le travail des uns et des autres que le député Saleh Kobzabo propose même à dire bravo à nos médecins, bravo à nos infirmiers, infirmières, bravo à tous ceux qui ont apporté leur valeur ajoutée pour qu'aujourd'hui la pandémie est maîtrisée au Tchad. Mais ne serons pas aussi contents que c'est maîtrisé, mais mettons-nous tous ensemble pour que ça ne rebondisse pas. C'est ça, honorable député, quand vous partez chez vous, essayez de transmettre cette information. Je suis parti à des kilomètres voir les gens là-bas, dans les villages aux alentours, c'est vrai. Les virus, il faut qu'ils voyagent.
Vous avez eu de la chance de ne pas le prendre dans vos habits et l'apporter chez vos collègues ou dans la famille. Ah oui, parce que nous, au niveau de N'Djamena, on a commencé à faire en sorte pour dire attention, ne partez pas au village en transportant le virus. Et nous savons comment lutter contre ce virus. C'est laver les mains, mettre le cache-nez, respecter la distanciation. Et là, maintenant, dans certaines provinces, il n'y a même pas encore le virus. Parce qu'il y a un travail qui a été fait. Le paludisme, ça, nous le savons très bien. Et le Tchad a mis pas mal de paquets aujourd'hui pour faire face au paludisme. Mais il n'y a aucune comparaison. On ne peut même pas imaginer de faire une comparaison avec une pandémie. Regardez, aujourd'hui, j'ai vu dans un pays de l'Amérique latine des milliers de morts en une seule nuit. Vous imaginez ce que les gens ont prédit pour nous en Afrique? Ils nous ont prédit même que l'Afrique serait décimée. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et nous aussi, Dieu nous a donné une force et nous mangeons bien. Hein. Ne dites pas que nous mangeons mal. Nous ne mangeons pas mal. Nous mangeons notre boule avec notre daraba bien cuit. Et franchement, ça, quand c'est bien cuit, avec notre viande et tout ça, Dieu merci, alhamdulillah. Mais il ne faut pas qu'on fasse une erreur en disant que c'est bien, les mesures barrières, on les laisse. Au village, les gens sont à l'aise, ils sont tout autour. Non, dites aux gens du village, là, les gens qui viennent d'N'Djamena, là, faites attention. Au mois de mars, début avril, à Amzuer, 2 Tchadiens qui sont venus du Soudan, venant de la France. Quand ils étaient venus, les villageois leur ont dit, mettez-vous là-bas dans la case et on appelle les délégués. On appelle les délégués est parti les voir, on a pris directement le 2 là, on les a confinés à Amzuer et c'est grâce à la population. En principe, l'honorable député qui était parti comme ça, la population lui dit, mettez-vous à l'écart. Et c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons vraiment que nous prenions très au sérieux cette maladie. Nous ne la connaissons pas. Elle est bizarre, elle peut rebondir. Beaucoup pensent qu'il y aura encore 300 000 morts en Afrique. Le nombre de 300 000 est presque rapproché, mais pas de millions. Je pense que nous devrons faire beaucoup attention et dans l'exposé du frère du député Kouloutou et du frère Saleh Kabzabo, attention aux mesures. Les mesures sont notre voie de sortie. Et si nous sommes venus aujourd'hui pour demander la prorogation, c'est juste pour dire que vous êtes en train de partir en vacances et le 15 c'est pour bientôt. Et quand j'ai donné l'exemple des pays limitrophes, c'est que vraiment le virus est en train de circuler là-bas. Nous, aujourd'hui, on a pratiquement 0,8% seulement des cas malades. Et le cas, je réponds aussi à la question de l'honorable Ibn Omar, Ibn Daoud. Oui, nous, le CEMAC a installé des postes de 2 côtés de la frontière. Le CEMAC, ils sont venus, on a travaillé dans le cadre de la CDC Africa, un poste de l'autre côté, par exemple avec la RCA, avec le Cameroun, avec tous les pays membres de la CEMAC, oui, et un poste de l'autre côté et un poste de ce côté. Et quand il y a une information de ce genre, l'information est automatiquement en quelques minutes. L'ambassadeur du Tchad au Nigeria a saisi le ministre des Affaires étrangères. Il m'a saisi, j'ai saisi automatiquement le délégué qui a saisi son collègue du Cameroun. Et c'est comme ça la bataille maintenant. Un pays seul ne peut pas arriver toujours à régler les problèmes. Toujours aujourd'hui, l'information nous permet de régler vraiment ce genre de problème. Et les 6 personnes là ont fui, ils ont fui l'hôpital. Les 2 étaient malades et les 4 étaient leurs parents et ils étaient rentrés, avant même de rentrer en N'Djamena, ils sont pris à Yagua, ils ont appelé leurs collègues tchadiens, ils sont partis, ils les ont pris et nous avons eu peur de les garder là-bas à Bongor.
on a dit il faut qu'ils viennent parce que les gars qui arrivent à fuir, et c'est des étudiants. Donc ils peuvent fuir de l'autre côté. Et automatiquement, dès qu'ils étaient venus, on a testé les deux, ils sont effectivement malades. Et les 4, comme ils étaient en contact avec eux, nous les avons mis en quarantaine à l'hôpital d'ophtalmologique. Donc la coopération au niveau du CEMAC fonctionne 5 sur 5. Une information qu'un cas du Cameroun veut au niveau du Tchad, elle est automatiquement transmise et nous travaillons dans ces cadres-là. En ce qui concerne maintenant l'évaluation, l'évaluation positive, échec, non, il y a un travail qui a été fait. Comment nous avons fait? Dès que l'OMS a déclaré pandémie, Covid-19 pandémie, parce qu'elle n'est pas déjà en Chine seulement, elle est venue en Europe, elle est venue en Afrique, elle est devenue une pandémie. Et l'OMS, c'est l'organe qui nous gère au point de vue santé, et nous sommes signataires à le président de la République informé, a dit fermons la frontière aérienne, parce que la maladie vient par la frontière aérienne. Toute la frontière terrestre, contrôlons-la, mettons des gens et la frontière avec le Soudan et la RCA fermée. Nous étions les tout premiers. Et là, franchement, Dieu nous a préservés parce que le chef de l'État a pris le premier acte. Le premier acte. On a mis tout ce qu'il faut à l'aéroport. Le ministre de l'Aviation civile nous a donné une villa, on a mis une dizaine tout le long de la frontière. Et ça, c'est la première partie de lutte, de combat contre le coronavirus. Dès le premier cas, nous sommes partis automatiquement le chercher et nous, on a demandé à l'OMS de nous faire venir maintenant des experts hautement qualifiés qui sont venus avec nous et on a commencé la formation. On n'a pas attendu. Le premier cas, pour nous, c'est un cas, c'est un défi. Et c'est comme ça qu'on nous a dit, quand il y a un cas et nous n'avons pas la capacité de tester, il faut chercher le contact et les contacts des contacts. Et cette expérience est en train aujourd'hui d'être copiée par d'autres pays. Notre expérience du Tchad. On est parti. On a étouffé, on a cassé la première chaîne, on a cassé la deuxième chaîne, on a cassé toutes les chaînes. Nous sommes partis jusqu'à traquer quelqu'un qui est parti à Abéché et nous sommes partis maintenant. Ça, c'est le tout premier cas. Tous les premiers cas qui étaient venus, on a pu les contenir. Mais ça, c'est à saluer. C'est une expérience tchadienne. Ça, nous le saluons. Au niveau des médecins, au niveau des infirmiers, au niveau des cadres qui sont de suivi et de prise en main, disent que cet acte du Tchad-là est vraiment à saluer. Nous, nos chiffres se rapprochent trop du Niger. Si le Niger est à 1036, nous, on a à 866. Le cas de décès, c'est presque 66, ça se rapproche. Et aussi, ils n'ont pas négligé la maladie. Ils n'ont pas du tout négligé la maladie et ils ont fait en sorte pour que les avions qui venaient de l'Europe en ces temps transportaient des malades. Prenez le cas du Cameroun. C'est les avions qui ont transporté tous ces gens qui étaient venus de l'Italie et ils étaient malades. Donc notre expérience est une expérience extraordinaire. Mais ne nous contentons pas que nous avons déjà réglé les problèmes. Non. Comme beaucoup d'entre vous viennent de le dire. Je suis très content aujourd'hui d'écouter ça. Les mesures barrières, nous ne les respectons pas très bien. Oui, nous ne les respectons pas très bien. Il faut absolument que nous les respectons très bien pour que cette maladie ne revienne pas. Elle est têtue, elle est bizarre, nous ne la connaissons pas très bien, mais si nous les respectons très bien, cette maladie ne va pas encore rebondir. Ne rebondirait plus jamais. Et nous pouvons sortir heureux. Mais les mesures barrières, je ne peux ici rien dire par rapport à l'indiscipline. Mais ce n'est pas normal. Cette maladie doit être comprise par toute notre population qu'elle existe. Et nous ne devrons pas faire le ras-gavi. Nous devrons faire en sorte pour que cette maladie-là, le seul médicament, capable de nous protéger contre ça, c'est les mesures barrières. Nous, au niveau du ministère de la Santé, les gens qui étaient en première ligne ne partaient pas chez eux à la maison. Ceux qui sont à Farsha,
ceux qui sont au laboratoire mobile. On les a dit, après le travail, vous viendrez à l'hôtel Chari, et après vous repartez chez vous. Protégez vos enfants, protégez vos parents, protégez vos proches. Et ça aussi, c'est pas un prix, c'est vraiment un prix. Un prix. Et ils l'ont accepté. Par rapport à la prolongation du honorable député Bana, les pays aux alentours, quelle stratégie que le Tchad a introduite? Oui, toutes ces stratégies-là, en fait, et qui nous ont permis d'être protégés. Oui, parce que les virus là, c'est quand on les prend, on les déplace avec, et ça, ils se multiplient et ils deviennent très agressifs. Un temps donné, au ministère de la Santé, quelqu'un vient, il peut déjà contaminer des gens. Beaucoup d'entre nous étaient contaminés au ministère de la Santé parce que le virus circulait au niveau du ministère de la Santé. Au niveau même du laboratoire, le virus circulait. Mais Dieu merci, aujourd'hui, il ne circule pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne circulerait pas. Si nous respectons maintenant la distanciation, respectons tout ça, nous, aujourd'hui, on dit Dieu merci. Le dernier parmi nous qui était, le dernier, pas parmi nous, Dieu merci, moi je n'étais pas contaminé, mais le dernier qui était contaminé au niveau du ministère de la Santé, et avec nous maintenant dans la salle, c'est le directeur général du ministère, il a fait 10 jours à l'hôpital, il a fait 2 semaines en confinement, et là maintenant, il fait 1 semaine à travailler avec nous, et il dit non, nous devrons travailler. Nous devrons travailler, c'est un virus qui n'est pas gentil. Depuis 3 jours, moi je ne pouvais même pas me lever. 3 jours. Il est un exemple avec nous ici. Il est venu et il nous a expliqué comment ce virus attaque le ventre. Tout le ventre ne fonctionne pas. Donc il n'est pas bon, et ceux qui ne croient pas et qui le comparent au paludisme, non, ne le comparons pas. Les gens vont mourir et on ne peut même pas les prendre pour aller les enterrer. Parce que tu attrapes, tu as la maladie, tu as le virus. Et quand ça, c'est le cas, essayons de faire en sorte pour que ce genre de choses ne reviennent pas. Si vous vous rappelez du 28 avril au 15 mai, mais on ne dormait pas. Qui a dormi? Même vous, vous ne dormez pas. Quand vous m'appelez ici, c'est que cette question-là vous prend au sérieux. Vous ne voulez pas que ce genre de choses-là deviennent incontrôlées. Et franchement, j'avoue, et je vous félicite, je vous remercie, parce que ça aussi, ça ne se fait pas ailleurs. Chaque 10 jours, le ministre de la Santé face aux honorables députés pour répondre à ce virus-là qui est virulent, et toute la population voit. Et là, maintenant, ceux qui nous regardent en train de discuter, en train d'échanger, vont dire que ça c'est un virus extraordinaire, faisons attention, respectons les mesures barrières. C'est le lieu de vous féliciter, de vous remercier en tant que ministre de la Santé. Parce que cet acte que vous avez fait a sauvé beaucoup de gens. A sauvé beaucoup de gens. Et nous continuerons encore à échanger jusqu'à ce que ce virus va se battre à retraite. Des tracasseries et tout ce qui se passe autour de la... Mais franchement, ça nous dépasse. Il y a des cas comme ça. Nous ne pouvons pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Raison pour laquelle on a ouvert la frontière pour 1 mois. Et après, on va faire le bilan. Pour 1 mois là. Est-ce que les gens ont respecté les mesures? Dans le bus, on était rentrés. On a des équipes, des étudiants, des gens des jeunes que nous avons recrutés, qui ont une petite expérience dans le domaine de la santé. Ils rentrent dans le bus, ils vérifient si la distanciation, si les gens respectent. Ils sont partis dans les mosquées, ils sont partis dans les églises. Et ils continuent de partir, ils continuent de vérifier que est-ce que le respect est respecté. Mais si on ne respecte pas ça, on commence à voir, le président a été clair, on va fermer, on va encore refermer les mosquées, refermer les églises, les lieux de culte, on va arrêter les bus de circuler, on va arrêter tout, on va confiner les villes. Mais si on respecte, chaque fois, on va apporter encore de plus. Le couvre-feu, je pense que nous avons discuté hier, on va aller jusqu'à 22 heures. On attend juste le décret qui va sortir, le communiqué qui va sortir. Et chaque fois que nous donnons des résultats positifs par rapport à notre respect ou par rapport au respect des mesures, on va ouvrir encore les possibilités. Mais si on ne respecte pas, on va revenir à zéro. On va revenir et ça ne sera pas très bon parce que c'est pas bon. Mais les tracasseries, j'invite tout un chacun de nous que nous faisons de notre mieux
pour expliquer à certains soldats, à certaines personnes de l'ordre, pour que ce genre de choses-là ne sont pas les bienvenues. Ne sont pas les bienvenus. Mais nous continuons à communiquer. Nous continuons au niveau de la santé, au niveau de la communication, au niveau de tout le monde. Les gens sont en train d'échanger, de communiquer pour que les choses ne viennent pas. Oui. Les mesures dans les mosquées, effectivement, certaines mosquées respectent. Nous étions partis dans certaines mosquées où la distanciation n'est pas respectée. On les a directement interpellés. On a dit non. Si c'est comme ça, on ferme. On ferme. Et là, on est revenu encore plus tard. On a vu que ça commence. Mais il suffit qu'il est nécessaire que tout un chacun de nous apporte sa valeur dans les mosquées à côté. On fait encore des sorties, ainsi de suite. Et pour les Azuma, pour les fêtes, pour tout ça, je crois que j'ai eu à visiter certains coins. Les hommes respectent, mais les femmes ne respectent pas. J'ai eu la chance de traverser une petite partie et rentrer de l'autre côté. J'ai vu les femmes, peut-être elles me regardent maintenant, ces femmes que je leur ai dit, mais cette maladie-là, elle existe, regardez, elles sont à peu près une centaine et sans masque, sans respect de distanciation. Il faut qu'on respecte ça. Et c'est un mariage. C'est pas normal. Il faut que nous respectons ça. Oui. Oui, pour les élèves, pour les étudiants, pour l'année académique. Mais il faut être en vie. Soyons en vie. L'économie, là, ça dépend d'abord d'être en vie. Si nous sommes en vie, si, par exemple, la pandémie est maîtrisée, l'économie a un coût. L'économie mondiale a un coût. L'économie du Tchad aurait, je dirais même au futur, aura un coût sérieux. Et nous le vivons maintenant. Mais tout ça parce qu'il y a une cause. Et la cause, c'est la pandémie. Nous allons avoir des coûts. Nous allons avoir des problèmes. Nous sommes en train de chercher à régler pour certaines personnes. Et là, je crois que le gouvernement est tout à fait disposé d'aider. Et beaucoup de mesures ont été prises. Beaucoup de mesures ont été prises pour aider. Les élèves, pour le moment, les conditions sont réunies pour qu'ils puissent faire l'examen. Et en février, si les choses avancent normalement, ils peuvent commencer, ils peuvent finir l'année académique en cours et se préparer pour l'ouverture de l'année académique. Mais, honorable député, vous allez mettre sûrement la main dans la poche pour régler le problème de vos 5 enfants et puis ainsi de suite. Et il faut faire avec. Il faut faire avec parce qu'il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas de solution miracle. Les solutions miracles pour le moment, le respect des mesures. Si on respecte les mesures, et la pandémie est éliminée, la pandémie est chassée, le reste, on trouvera des solutions louables. Oui, j'ai toujours les mesures d'accompagnement. Et là, j'avoue, le député Saleh Kebzabo a apporté beaucoup de renforcement que des questions. Honorable député Kolotou, en ce qui concerne la voiture prise, c'est celle de... nous l'avons trouvée, on l'avait remis au délégué. Si c'est celle de Mondoul. Celle de Mondoul, nous l'avons vraiment remis à son propriétaire, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne les masques, nous avons partagé. Le gouvernement a partagé beaucoup de masques. L'équipe dirigée par le ministre Omar Yahya de communication ont fait un travail extraordinaire partout dans le pays. Et il y a eu aussi des personnes ressources, des personnes de bonne volonté qui ont aussi partagé. Et sur ces points-là, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. En ce qui concerne maintenant les indemnisations, ceux qui étaient en première ligne ont eu leur indemnisation. En deuxième ligne, ceux qui étaient omis, le coordonnateur national leur a demandé, et ils ont commencé par prendre la liste de ceux qui n'ont pas, en premier, au début, quand ils donnaient les indemnités, ont été omis. Le travail est en train de continuer et le coordonnateur est en train de bien gérer cette partie-là. En ce qui concerne maintenant
ceux qui ont eu la maladie. Et là aussi, le chef de l'État a été clair, la liste est en train de se dresser et ils auront un appui du gouvernement. Son Excellence a bien promis ça, ça sera fait, la coordination est en train de travailler. J'avoue que sur nos listes, sur tous nos travaux, aucun médecin, aucun infirmier, aucun cadre de la santé n'a laissé sa vie par rapport à la Covid. Pas du tout. Mais si cela sera confirmé, nous respecterons la parole du chef de l'État. Sur ce problème-là, je crois que la coordination est en train de suivre ça pas à pas et je crois qu'il n'y a pas de problème par rapport à cette question-là. Et que Dieu vous protège et que Dieu protège le Tchad. À votre retour, vous allez peut-être trouver notre rapport qui dit que le Tchad est déjà, ou bien l'humanité est sans pandémie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Santé publique. C'est vrai que tous les 10 jours, vous veniez nous faire la situation de l'état d'urgence sanitaire. On était bien abreuvé des statistiques et autres. Aujourd'hui encore, vous nous abreuvez des statistiques, non seulement au niveau du Tchad, mais des statistiques des pays voisins. Et ceci justifie un peu la nécessité de proroger, en tout cas, l'état d'urgence que le gouvernement demande. C'est vrai, nous ne pouvons que contrôler ce que nous avons dans notre pays, mais il est difficile de contrôler ce qui se passe dans un autre pays voisin. Je suis tout à fait d'accord que les mesures prises au niveau de la sous-région, au niveau de la CEMAC, permettent de faire circuler l'information, ce qui nous permet de contrôler tout ce qui se passe à nos frontières. Et je ne peux que féliciter en tout cas les autorités de la sous-région pour la mise en place des postes pour contrôler en tout cas tout ce qui entre dans un pays ou dans un autre. Les mesures liées un peu aux agents de sécurité indélicats, c'est vrai, ça existe. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Les agents de sécurité indélicats existent un peu partout. On déplore cela. Nous demandons au gouvernement de faire de telle manière que, même s'il y a des contrôles, que ces contrôles soient strictement d'ordre administratif et ensuite laisser nos concitoyens voyager à leur guise. Mais systématiquement, on ne peut pas prendre à chaque fois 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs à nos concitoyens parce que tout simplement ils sont en train de voyager. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment réprimander au niveau de nos forces de défense et de sécurité qui sont vraiment indélicats. Pour le reste, nous allons partir en vacances d'ici là. Il est souhaitable, Monsieur le ministre, que vous nous envoyez vos rapports régulièrement, comme on l'a toujours fait, puisque la prorogation, si on l'a fait, ça veut dire que nous devons suivre pas à pas avec vous la situation épidémiologique de notre pays et également du monde et de la sous-région. Le bureau de l'Assemblée est là pour suivre tout ce qui se passe. Donc il est important que au moins tous les 15 jours, vous nous fassiez le point de la situation pour que nous puissions au moins être au courant et puis informer les députés tant à l'intérieur du pays que ceux qui sont sur place ici, en tout cas à N'Djamena. Je voudrais donc, avec votre permission, procéder à la clôture de la discussion générale sur ce point et demander au rapporteur général de nous faire la lecture du projet de résolution. Merci, Monsieur le Président. Proposition de résolution numéro PAN-2020
relative à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Tchad. Vu la Constitution, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vu le décret numéro 0708/PR/2020 du 25 avril 2020 portant institution de l'état d'urgence sanitaire en République du Tchad, vu la résolution numéro 003/AN/2020 relative à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Tchad, vu la lettre numéro 588/PR/SGG/3C/DC/2020 du 3 juin 2020 de Madame la ministre secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale demandant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Vu l'ensemble des mesures prises par le gouvernement pour contrecarrer la propagation du coronavirus, notamment l'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes, vu la résolution numéro 001/AN/2020 du 8 avril 2020 autorisant les présidents des groupes parlementaires à voter les lois et contrôler l'action gouvernementale pendant la période de pandémie due au Covid-19, vu la décision numéro 051/AN/2020 du 9 avril 2020 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Assemblée nationale pendant la période de pandémie due au Covid-19, considérant que malgré les énormes efforts consentis par le gouvernement pour juguler la crise sanitaire, la pandémie du corona persiste. L'Assemblée nationale, réunie en sa séance plénière du 2 juillet 2020, a délibéré et adopté la résolution dont la teneur suit. 1. Prend acte de la demande du gouvernement relative à la deuxième prorogation de l'état d'urgence sanitaire. 2. Autorise la prorogation de cet état d'urgence pour une période de 2 mois pour compter du 15 janvier 2020. Du 15 juillet, pardon. 3. Demande au gouvernement de poursuivre les actions déjà entreprises pour maîtriser la propagation du Covid tout en renforçant les dispositifs nécessaires et utiles de lutte contre cette pandémie. Demande au gouvernement de soumettre au bureau de l'Assemblée nationale un rapport sur l'état de la pandémie pendant la période de vacances. J'amène le 2 juillet 2020 l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le Président. Très bien. Je voudrais donc soumettre la proposition de résolution à la discussion pour nous permettre de pouvoir ensuite passer au vote. Est-ce qu'il y a des observations? Oui, le président du groupe parlementaire MPS. Merci, Monsieur le Président. La période qui a été demandée dans les documents, c'est 2 mois. Mais le ministre vient de rectifier, il a dit 3 mois. Et pendant la précédente séance, quand nous avons en examen la première prorogation, moi j'ai dit qu'il faut donner 3 mois au lieu de 2 mois. Et nous sommes obligés de revenir dessus ce matin, au lieu de donner 2 mois et créer un vide juridique en attendant que nous allons, en attendant que la pandémie soit définitivement éradiquée, il faut donner 3 mois. 3 mois pour finaliser complètement et faire le rapport.
Écoutez, de ce point de vue, je voudrais donner la parole au 4e vice-président. Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Dans le préambule, je crois que j'estime nécessaire qu'on puisse énoncer l'ordonnance 44 du 27 octobre relative à l'état d'urgence, parce que le fondement juridique même c'est l'ordonnance 44. Alors il n'apparaît pas dans le préambule, dans le vivu. Donc de deux, par rapport à l'enregistrement, après la Constitution, après le règlement intérieur, après l'ordonnance, il fallait d'abord que les résolutions passent avant les lettres et le décret. Vu la Constitution, vu le règlement intérieur, si ma proposition est acceptée, vu l'ordonnance numéro 44, INT SAR du 27 octobre 62 relative à l'état d'urgence, vu les deux résolutions, après le décret et les lettres, les décisions et les lettres suivent. Donc ce sont... Ok, nous allons donc demander aux responsables juridiques de remettre de l'ordre dans la séquence des textes. Il y a la Constitution, il y a le règlement intérieur, il y a l'ordonnance, il y a les résolutions, voilà. Et ensuite les décrets, les lettres, voilà. Et puis enfin les résolutions et ensuite les lettres, ainsi de suite. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous pour respecter un peu la séquence. Voilà, c'est ça. Dans le fond, je n'ai pas d'observation, mais c'est par rapport à la forme. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Oui, Tomel. Pour moi, c'est par rapport au dernier considérant. Oui. C'est écrit considérant que malgré les énormes efforts consentis par le gouvernement pour juguler la crise sanitaire, la pandémie du coronavirus, moi je propose, considérant la persistance de la pandémie du coronavirus, malgré les efforts énormes consentis par le gouvernement. Donc, toi, tu préfères... Considérant la persistance. Le nom que le verbe. Oui. Considérant la persistance de la pandémie du coronavirus, malgré les efforts énormes consentis par le gouvernement. Et d'écrire le que malgré tout ça. Et puis le deuxième point, c'est par rapport à la période. La première prolongation, je crois que ça prend fin le 16 juillet. Oui. Si ça doit prendre fin le 16 juillet, celle-là doit débuter le 17. Tout à fait. Oui. Donc c'est un peu ça aussi. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Donc, je voudrais... Oui, Daoud. Merci, Monsieur le Président. C'est par rapport à la période. Moi, je pense qu'il faut maintenir le 2 mois. Parce que déjà, si on prend à la fin de juillet, 16 juillet, 16 août, 1 mois, 16 août, 16 septembre, ça nous fera 2 mois, et entre-temps, on est en session. Parce que la session, c'est le 5. Donc, si le gouvernement veut, il dépose son rapport, et ensuite, s'il y a à proroger, nous le verrons. 2 mois seulement. Oui, Président Kebzabo. Monsieur le Président, pour ce qui concerne la durée, nous avons commencé par une séquence de 2 mois. Je pense donc que, ne serait-ce que pour cette raison, nous devons poursuivre dans les mêmes délais. Parce que amener à 3 ou à 4 mois, non seulement perturberait le travail qui est en train d'être fait,
mais amènerait aussi à s'interroger. Pourquoi est-ce qu'on est passé à 3 mois? Et je crois aussi que la séquence de 2 mois, elle est bonne parce qu'elle nous permet de nous retrouver pour évaluer plus sereinement et on devrait poursuivre dans la même direction. Parce que là aussi, si on passe à 3 mois, je pense qu'un certain nombre de choses dont on se plaint ici pourraient persister là pendant les 3 mois à venir, alors que nous avons effectivement l'attitude donc de reprendre tout ça en main dès la rentrée parlementaire, puisque c'est le 15 ou le 16 que ça va expirer, que le délai va expirer, et que nous pourrons donc être plus à même, je pense, d'avoir le rapport et de décider en conséquence d'une poursuite ou d'un arrêt. Merci. Oui, Fakina. Ah, il n'y a que... Allez-y. Sur la proposition de résolution, donc, vu la résolution numéro 003/AN/2020, dit tel d'abord relatif à la progression de l'état d'urgence sanitaire en République du Tchad. Donc, il y a un manquement de date. Mais il faut mettre ça. Vu la résolution, de la date. Oui. Oui, oui. Du 16 mai. Du 16 mai 2020. D'accord. Très bien. Est-ce que oui, Jimmy. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense que, comme d'aucuns l'ont dit, les 2 mois sont largement suffisants parce qu'au début de septembre, nous serions de retour ici. Donc, s'il y a nécessité, le gouvernement posera le problème et on y reviendra dessus. Et je pense que, en ce qui concerne la prorogation de l'état d'urgence, oui, si on a des doutes là-dessus, c'est parce que dans l'applicabilité des lois concernant cet état d'urgence, il y a des problèmes qui se posent. Donc, ça cause du tort. C'est pourquoi on demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour éviter les dérapages ou bien les abus. Donc, je pense que personne ici au Tchad n'ignore qu'il n'y a pas la Covid-19. Et dans les réponses données par le ministre de la Santé, donc non, je n'ai pas ignoré ou je ne méconnais pas ce qui se passe, l'effort que fournit le gouvernement et surtout le personnel soignant. Mais j'ai une lecture lucide en ce qui concerne la différence entre épidémie et pandémie. Donc, le ministre de la Santé soit tranquille, mais moi, je m'attaquais simplement dans l'application de ces mesures qui causent du tort à notre population. Donc, on va prolonger l'état d'urgence, mais maintenant, il ne faudrait pas que ça soit vraiment de difficulté. Donc, il faut parvenir à gérer ça de façon un peu plus allégée, plus claire et avec toutes les dispositions nécessaires pour éviter que ça pose problème. Et quand j'ai parlé des mesures qui accompagnent, oui, mais c'est le gouvernement qui a pris l'engagement. Donc c'est simplement pour rappeler notre gouvernement à l'ordre, pour dire que ce qu'on a annoncé, que ça soit traduit dans les faits. Donc que le ministre soit vraiment tranquille, je pense que j'ai la hauteur d'esprit de discerner épidémie et pandémie. Merci. Nous sommes sur la proposition de résolution. Oui, Tomel. Micro. Oui, il y a un petit point que j'ai oublié. Vu la résolution numéro 001/AN/2020 du 8 avril 2020 autorisant les présidents des groupes parlementaires
et les députés non inscrits. Ça, il n'a pas écrit. Oui. À voter les lois et contrôler l'action gouvernementale pendant la période de pandémie due au Covid-19. Il a omis et les députés non inscrits. Tout à fait. Voilà. Et puis je profite aussi pour me prononcer par rapport à la période de 3 mois. Je crois que la correspondance est arrivée pour nous demander 2 mois. Donc si le ministre souhaite ça, je crois que c'est trop tard. On va aller avec la période de 2 mois. Et en septembre, comme on sera déjà là, s'il revient, on va faire à la lettre, je crois que c'est bon. Merci. Oui, député Tolkom Bertin. C'est pour compléter le numéro 4 là. Et puis ce que le président Tomel vient de dire, la résolution là c'est pour l'Assemblée, donc il faut que ça sorte de l'Assemblée nationale. Et puis le numéro 4, la dernière phrase. La dernière phrase demande au gouvernement de soumettre au bureau de l'Assemblée nationale un rapport sur l'état de la pandémie pendant la période des vacances. Des vacances. Est-ce que quelqu'un demande la parole? Sinon, je veux commencer à essayer au moins de lire un peu la proposition de résolution relative à la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en République du Tchad. À moins que le président... Oui, qui veut parler encore? Non, c'est bon. Vu la Constitution, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vu l'ordonnance numéro 44, vu la résolution numéro 003/AN/2020 du 16 mai 2020, vu la résolution numéro 001/AN/2020 du 8 avril 2020, je pense, vu le décret, et ensuite vu la décision, vu la lettre numéro 085, vu l'ensemble des mesures, en tout cas vous allez arranger ça, vu la décision numéro 051/AN portant modalité d'organisation, considérant la persistance du coronavirus malgré les énormes efforts consentis par le gouvernement pour juguler la crise sanitaire. C'est ça? Bien, moi je voulais demander aux députés, mais on a beaucoup parlé, c'est vrai, ça c'est le Tchad, mais la problématique auquel nous faisons face également, c'est la pandémie dans les pays voisins. Est-ce que nous pouvons, Monsieur le ministre, au vu des statistiques que vous venez de nous donner, dire quelque chose par rapport à ça, parce qu'il faut également prendre des mesures ou bien ce n'est pas la peine. Voilà un peu la question que je voulais vous poser par rapport à cette histoire de pays voisins qui sont également touchés fortement actuellement par le Covid-19. Est-il nécessaire de mettre ça dans la résolution ou pas? Je crois qu'on prend garde de ça et pour faire en sorte pour dire que chez nos voisins, la pandémie est à un très haut niveau et qu'on fasse très attention. C'est dans ce sens que j'ai présenté cette partie, mais pas pour les indexer, je ne pense pas, parce que la tendance veut que nous coopérons ensemble. Et là, si on remarque au Niger, c'est déjà bien. Mais pour faire très attention, et j'ai donné le cas de 2 Tchadiens qui ont fui le Nigeria pour rentrer au Tchad.
Donc, du côté du Soudan, c'est aussi, il y a eu un cas comme ça, il n'y a pas longtemps, à peine un mois, mais les citer peut-être d'une phrase sans pour autant les citer pays par pays, on dit juste notre frontière est poreuse. Et bon, donc en tout cas, c'est pas la peine de mettre ça dans notre résolution. Je pense qu'on va parler de la persistance du Covid-19 dans notre pays, et puis ça s'arrête là. L'Assemblée nationale réunie à sa séance plénière du 2 juillet 2020 a délibéré adopter la résolution dont la teneur suit. Et donc, le seul point d'interrogation sur lequel je crois que les uns et les autres ont intervenu, c'est la période de prorogation de 2 ou de 3 mois. Beaucoup ont intervenu pour que ça soit 2 mois. Je crois que le président du groupe parlementaire, sur la base de ce qu'on avait dit en son temps, qu'il fallait proroger de 3 ou 4 mois, a peut-être fait cette proposition. Et donc, il n'y a que ce point sur lequel, et la demande du ministre aussi, il n'y a que ce point sur lequel je pense que les députés ne sont pas entendus réellement avec le gouvernement et le président du groupe parlementaire MPS. On maintient 2 mois. 2 mois, ça nous amène au 17 septembre. Jusqu'à fin septembre, qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas. Hein? Comment? Ceux qui sont intervenus déjà, qui ont donné leur position. Oui, bio. Monsieur le Président, c'est parce que ce que moi j'ai entendu de la bouche du ministre quand il parlait de 3 mois, j'ai dit, est-ce qu'il ne fallait pas laisser ouvert cette prorogation? Mon collègue, le président du groupe MPS, m'a rejoint d'une autre manière, puisque au départ, il avait souhaité 3 mois. Est-ce qu'il ne fallait pas laisser ouvert? Parce qu'on va reprendre le 5, mais si, bien avant ça, si la situation est maîtrisée, est-ce que c'est de fond du cœur qu'on va continuer à proroger? C'est pourquoi moi je suis pour qu'on laisse ouvert. Bon, laisser ouvrir, c'est pas une bonne chose, mais au moins arrêter une date quand même. Si c'est pas le 17 avril, le 16 septembre, ça peut être la fin du mois de septembre, peut-être des choses comme ça, mais on ne peut pas laisser ouvrir ça comme ça. Je pense que c'est pas une bonne chose. Il faut fermer ça. Oui, monsieur le président du groupe parlementaire MPS. Président, merci de m'avoir encore donné la parole. Monsieur le Président, pendant la première prorogation, j'étais mis en minorité, mais on est obligé de revenir ce matin dessus. On donne 3 mois. Si le délai, au cours des délais donnés, on trouve que la pandémie est partie, le gouvernement vient chaque 15 jours ou 10 jours devant nous pour évaluer. Ensemble, si on trouve que la pandémie est partie, on peut même abréger avant 2 mois. Mais à chaque fois, on vient pour proroger. Au cours des délais, la pandémie est là, on revient dessus. Même si on reprend nos activités, on a d'autres activités à faire que de proroger à chaque moment, prendre une résolution. C'est aussi, je trouve que c'est gênant à chaque mois, à chaque fois de proroger. Proroger une fois avec 2 mois, pour la deuxième fois avec 3 mois, et en cours de route, si on trouve que la pandémie est partie, le ministre viendra devant nous, compte tenu de le bilan qu'il détient, on va évaluer et on va abréger. Mais donner 2 mois, le lendemain, encore donner 2 mois, 3 mois, je trouve qu'on est en train de faire la même chose. Et à tout moment, c'est pas bon. Il faut donner 3 mois. Député Kebzabo. En fait, j'avais fait un signe pour dire 2 mois, Monsieur le Président.
Je pense en effet qu'il faut maintenir 2 mois. La pandémie peut finir avant le terme de 2 mois. Ça coïncide avec notre rentrée parlementaire, dans les 10 premiers jours. Je ne sais plus à quelle date on rentre, est-ce que c'est le 5 comme on dit, donc vers le 15, le ministre viendra faire son bilan. Il est un bon bilan heureux, c'est bon. À la date échue maintenant, si c'est pas ça, si tel n'est pas le cas, on prolonge, il n'y a pas de problème. 2 mois s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Monsieur le ministre, c'est vous qui... je crois que... C'est votre demande à vous. En écoutant bien l'honorable député Kolotou, c'est la discussion que nous avons eue hier. Pourquoi ne pas avoir 3 mois? Et si la pandémie vient à terme, on peut venir ici dire, écoutez, voici la pandémie aujourd'hui et à terme, on peut court-circuiter. Mais demandez 2 mois, vous vendrez les 5 et encore les 15, on revient pour se retrouver encore pour prolonger et puis ainsi de suite. Or qu'on peut court-circuiter pour dire, écoutez, maintenant la pandémie est partie, et bravo. Mais sinon, nous demandons 3 mois. Merci. Très bien. Écoutez, monsieur le député, de toutes les façons, 2 mois, 3 mois, on a demandé que le rapport soit fait régulièrement au bureau de l'Assemblée. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette histoire de discussion sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est un peu gênant? Je n'ai pas envie d'aller au vote juste pour ça. Si le gouvernement a demandé 3 mois, on lui donne les 3 mois. Et puis, ils vont nous faire le rapport. Je n'aime pas pour ça là qu'on soit là en train de nous chamailler, de faire ceci, cela. Vraiment, ça n'a pas de sens. Ils ont demandé 3 mois, on leur demande 3 mois, ils prennent leurs responsabilités, ils n'ont qu'à faire. Et puis, ils nous rendent compte. Je crois que une telle discussion au sein de l'hémicycle, pour ça seulement, on doit aller au vote. Moi, ça me gêne énormément. Ça me gêne. N'est-ce pas? Acceptons 3 mois et puis on va voir. C'est bon? Ok. Donc on leur donne les 3 mois et puis on verra qu'est-ce qu'ils vont nous dire d'ici là, puisqu'ils doivent nous faire la situation tous les 15 jours. Alors, donc si nous reprenons la discussion, j'avais voulu introduire les pays voisins, mais le ministre me conseille fortement de ne pas introduire les noms, donc ce n'est pas la peine. Donc on s'arrête pour juguler la crise. L'Assemblée nationale réunie en sa séance plénière du 2 juillet 2020 a délibéré adopter la résolution dont la teneur suit, prend acte de la demande du gouvernement relative à la 2e prorogation de l'état d'urgence sanitaire. 2. Autorise la prorogation de cet état d'urgence pour une période de 3 mois pour compter du 16 juillet ou bien du 16 juillet, du 17, du 17 juillet 2020. Demande au gouvernement de poursuivre les actions déjà entreprises pour maîtriser la prorogation du Covid-19 tout en renforçant les dispositifs nécessaires et utiles de lutte contre cette pandémie. Demande au gouvernement de soumettre au bureau de l'Assemblée nationale un rapport sur l'état de la pandémie pendant la période des vacances. J'amène le 2 juillet 2020 l'Assemblée nationale. C'est bon? Je voudrais donc clôturer. Oui, Jimmy. Monsieur le Président, c'est juste par rapport au passage qui cite pendant la période de vacances. Or là, quand ça va à 3 mois, il y a une partie qui rentre déjà pendant la période de session parlementaire. Donc, le mieux, si c'est pour 3 mois, il faut ôter ce dernier passage. Parce que ce n'est pas simplement pendant la période de vacances. Donc, si c'est la période de vacances, ça allait s'arrêter simplement
je ne sais pas, au 4 ou au 4 septembre. Ok. On demande au gouvernement de soumettre au bureau de l'Assemblée nationale un rapport sur l'état de la pandémie. Point. Très bien. Je voudrais donc clôturer avec cette discussion sur la proposition de résolution et demander au secrétaire de séance de nous faire la situation de procuration. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas de délégation de vote. Zéro. Très bien. S'il n'y a pas de délégation de vote, nous pouvons donc poursuivre nos travaux en vous demandant de prendre des dispositions pour recueillir le vote de Monsieur le Président des groupes parlementaires et des députés non inscrits sur le rapport de la Commission. Vote sur le rapport de la Commission. Président du groupe RDP pour le rapport de la Commission. RDP contre le rapport de la Commission. RDP abstention. URD pour le rapport de la Commission. URD contre le rapport de la Commission. URD abstention. GPR pour le rapport de la Commission. GPR contre le rapport de la Commission. GPR abstention. Démocrate pour le rapport de la Commission. Démocrate contre le rapport de la Commission. Démocrate abstention. MPS pour le rapport de la Commission. MPS contre le rapport de la Commission. MPS abstention. UNDR pour le rapport de la Commission. MPS UNDR contre le rapport de la Commission. UNDR abstention. Biou Pabamedala, les non-inscrits pour le rapport de la Commission. Boumra Robert pour le rapport de la Commission. Nassa Jimti pour le rapport de la Commission. Aram, Galedjurunga, Chombi Getna Kami n'est pas là. Il est là? Ah, pour le rapport de la Commission. Monsieur le Président, je m'excuse. Il y a Pambe Théophile pour le rapport de la Commission. Faites le décompte. De compter. Oui, est-ce que la dernière résolution s'arrête quand? Le 16. Donc, normalement, la nouvelle résolution commence le 17 jusqu'au 16. Enfin, 2 mois. Je crois que c'est ça, 2 mois, c'est 30 ou 31 jours, ça dépend de ce que...
Résultat du vote de messieurs les présidents des groupes parlementaires et des députés non inscrits se présente comme suit. Pour le rapport de la commission 156, contre le rapport de la commission 0, abstention 0, l'Assemblée nationale a adopté la prorogation de l'état d'urgence. Un peu de bravo quand même, non? C'est quoi? Voilà. Hein? Écoutez, d'abord je vous remercie pour tout cela. Nous avons effectivement reçu de la part du président du groupe parlementaire UNDR un exposé de motifs que j'ai eu, séance tenante, et une proposition de résolution accordant des avantages spécifiques au personnel de front de santé ayant contribué à contenir le Covid-19. C'est vrai que le gouvernement est en train déjà de faire ça et nous sommes encore en pleine pandémie. Monsieur le président du groupe parlementaire UNDR, je ne suis pas contre la proposition, hein, mais j'ai dit, toute chose faite, nous avons encore le comité de crise, nous avons beaucoup de gens qu'il faut remercier. Le personnel de santé a fait sa part, mais également l'exécutif a fait son part, a fait sa part. Bon, donc s'il y a une résolution à prendre, il vaut mieux prendre une résolution sur l'ensemble du dossier que de prendre une résolution de manière parcellaire. C'est à vous, je vous donne la responsabilité d'introduire le dossier, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. La façon dont vous avez abordé le problème m'amène à constater qu'il y a un léger scepticisme dans votre voix. Oui, c'est vrai, en lisant le truc, c'est parce que quand je le lis séance tenante, je suis obligé de réagir séance tenante aussi. C'est pour ça que je l'ai dit. Mais je ne suis pas contre le fait qu'il faut vraiment reconnaître tout ce que le personnel de santé a fait, mais parfois il faut reconnaître également l'ensemble de tous ceux qui ont vraiment fait le travail qu'il faut. Donc c'est dans ce sens-là seulement. Je ne dis pas le contraire. D'accord. Moi je suis pour qu'on série les choses. Aujourd'hui, nous avons dans ce projet de résolution, nous avons visé de façon spécifique les corps de santé, qui sont ceux qui sont au front. Ce sont ceux-là qui ont travaillé jour et nuit. On donne le chiffre de 75 qui ont contacté la maladie et qui, merci Dieu, en sont sortis et sont retournés au travail sans demander quoi que ce soit. Donc je pense qu'une résolution spécifique au personnel de santé et au moment où nous partons en vacances, peut-être qu'à la rentrée, la pandémie aura pris fin, me semble donc tout à fait indiqué. Il faut en effet qu'on les salue, qu'on les encourage, et les récompenses en question, elles sont parfois honorifiques. Je pense aux décorations et autres. Donc je crois que ça c'est faisable. Et on ne peut pas les amalgamer avec demain le gouvernement ou les comités qui ont eu à gérer la pandémie. Il y a là, je pense, quelque chose d'assez précis qu'il faut faire, et ce n'est pas moi qui vais l'apprendre au ministre. Hein. Au sein du ministère en ce moment, je pense que ça bouge aussi un peu par rapport à ce que les personnels attendent. Et ce serait donc pour moi, je suppose, une bonne contribution de l'Assemblée nationale à l'apaisement au sein du ministère. Et je voudrais aussi dire que, en son temps, je suis de ceux qui ont salué les efforts consentis par le gouvernement et les avantages accordés par le président de la République. Et vous savez que ça, ce sont des discours. Tout comme les décisions prises par le comité, ce sont des décisions qui, normalement, doivent être suivies d'actes pour les consacrer. Ce qui n'a pas été fait. Et c'est pour cela que je pense que cette résolution, ce projet de résolution, de mon point de vue, serait la bienvenue sur tous les plans pour qu'on puisse vraiment, au niveau de l'Assemblée nationale, rendre hommage à ces différents personnels qui sont des techniciens de la santé et qui sont mis au service de la nation et qu'on va encourager pour l'avenir aussi
de se remettre toujours au service de la nation. C'est pour ça que la fin du projet de résolution finit par les autres maladies aussi, ceux pour lesquels il faut qu'on prenne disposition pour les protéger. Donc, Monsieur le Président, je pense que c'est le moment de le faire. Il est approprié de le faire maintenant. Maintenant, si par hasard, si par chance, à la rentrée parlementaire, la pandémie venait à être finie, ou même si elle devait se prolonger, je crois qu'il faut là maintenant, c'est le bilan global qu'on va faire. Le bilan global va prendre en compte l'action gouvernementale, l'implication personnelle du chef de l'État et d'autres, les partenaires internationaux. C'est à ce moment-là, je pense, qu'on va faire quelque chose de plus global pour remercier, féliciter, soutenir, encourager ceux qui sont intervenus pour mettre fin, pour juguler la crise de la Covid-19 dans notre pays. Mais pour l'étape où nous sommes aujourd'hui, je pense, pour me répéter, que je crois que c'est le moment de le faire. Il n'y a pas de raison, je crois, que ce soit reporté. C'est tout à fait opportun. Et je crois que le ministre sait de quoi je parle quand j'évoque certaines questions d'ordre intérieur dans le ministère. Et je crois que c'est tout ça qui devrait venir en soutien pour qu'on aille dans la même direction afin que les personnels que nous connaissons, chacun de nous a vécu cette maladie avec eux ou a vécu ce qu'ils ont fait ou, en tous les cas, chacun de nous a suivi tous les efforts qui ont été faits. Une fois, j'ai parlé ici des épidémiologistes qui ont travaillé, monsieur le ministre le sait, sans être récompensés. Et ils ont travaillé parfois 24 heures sur 24. Ils étaient là à être les agents d'exécution du 13-13. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je ne veux pas revenir sur ceux qui ont contracté la maladie parce qu'ils n'étaient pas protégés. Et ils ont heureusement été guéris et ils ont repris le travail sans réclamer quoi que ce soit. Mais comme dans toute crise, quand on va vers la fin, à ce moment-là, donc, des revendications peuvent voir le jour. Et c'est pour cela que je pense qu'on peut aider le ministre à gérer cette crise avec ce projet de résolution dont j'espère qu'il sera discuté et adopté. Je vous remercie. Très bien. Est-ce qu'il y a des observations? Oui, Zakaria Mamatsari. Monsieur le Président, شكرا السيد الرئيس. أعتقد أنا كتبت في الرèglement intérieur article 87. Oui, on n'a pas fini encore tout à l'heure. Ok, خلاص. Est-ce qu'il y a... Oui, Fakina. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, je croyais que c'est l'épidémie même. Maintenant, nous, on a fait une progression pour l'état d'urgence sanitaire, donc l'épidémie même n'a pas encore fini. Donc, moi, je vois que la résolution n'est pas à son temps. Quand l'épidémie est déjà fin, d'abord, on va faire cette observation. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Bien, le président du groupe parlementaire MPS. Merci, Monsieur le Président. Peut-être j'ai anticipé le moment de prise de parole. Maintenant que l'opportunité est déjà offerte, je voudrais dire juste que le gouvernement a anticipé sur l'événement. Pour ne pas faire une redondance, le président de la République, dans sa première déclaration, dans sa deuxième déclaration, d'une manière spécifique, a pris en compte ces volets. Il n'a pas seulement indemnisé, qui ne demande pas au gouvernement d'indemniser, mais il a pris en compte également s'il y a cas de décès pour leur progéniture, pour leurs ayants droit. Il a dit qu'il faut que le gouvernement s'en charge. Donc, moi, je disais tout de suite et je continue à y insister que le moment n'est pas opportun. Si le gouvernement n'a rien fait pour indemniser les personnels soignants, il n'a rien fait pour la prise en charge des ayants droit,
Mais le gouvernement ou bien le chef de l'État a anticipé même sur l'événement, il a pris en compte tout ce que nous voudrions faire tout de suite. Donc, ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Attendons le moment opportun. Le gouvernement doit accompagner les personnels soignants et nous demandons de le faire. Je suis sûr que le gouvernement a déjà fait, continue à faire. Après la pandémie, on doit évaluer qui a fait quoi. Et vous, Monsieur le Président, vous venez de le dire, et je soutiens ça. Ce n'est pas seulement le personnel soignant. Il ne faut pas que les gens, peut-être, demain, vont dramatiser pour dire que le MPS a refusé. Non. Nous soutenons ce que mon collègue dit. Mais ce n'est pas le moment. La période n'est pas opportune. Donc, laissons le temps au temps. Continuons à lutter contre la pandémie. Nous encourageons au gouvernement d'accompagner les soignants, les personnels soignants. Nous aussi, on soutient les personnels soignants. Nous avons à son temps remercié le corps, félicité, et ils ont notre soutien. Mais tout de suite, en cours de route, on descend pour mettre la marmite au feu. Là, je trouve que ce n'est pas normal. Il faut avoir une distinction après avoir service rendu. Donc, je trouve que c'est correct d'attendre après la pandémie, après l'évaluation. Il faut prendre une résolution ou demander tout simplement au gouvernement de récompenser et élever peut-être à des décorations distinctives les personnels qui se sont distingués pour le service rendu. Voilà ce que je voudrais dire. Mon vice-président dit il veut m'accompagner. Avec votre autorisation, je vais lui laisser la parole. Merci. Merci, Monsieur le vice-président du groupe parlementaire MPS. Merci, Président. Je pense que le président du groupe vient de nous exprimer notre point de vue. Et ce point de vue, justement, nous pensons que la résolution en elle-même déjà, à son article 1, est exclusive, elle est limitée et qu'il est difficile de l'appliquer parce qu'elle parle des 3 mois passés. Donc, on ne peut pas remercier les gens en 3 mois dans la mesure où la pandémie elle-même existe encore. Donc, la lutte continue et le sacrifice des autres qui vont en découler pendant le reste du temps, je pense que le gouvernement pourra prendre les mesures qu'il faut ou bien l'Assemblée pourra prendre. Parce que quand vous regardez, on déclare déjà sa reconnaissance, la nation déclare sa reconnaissance, sa compassion, son affection et son respect au personnel de santé pour le rôle déterminant qu'ils ont joué depuis 3 mois. Mais puisque la pandémie continue, eh bien, je pense que ceux qui viendront après, ceux qui vont consentir des sacrifices, et ceux-là, on va prendre une nouvelle résolution pour eux. Président, je pense que nous en tenons à ce qu'a dit le président du groupe et nous pensons que ce qui a été déclaré par le gouvernement est suffisamment explicite et engageant même pour le gouvernement. Et le personnel de santé n'a jamais été oublié et le moment viendra pour les remercier d'une manière globale. Merci, Président. Oui, je voudrais passer la parole au vice-président du groupe UNDR. Puisque c'est quand même leur résolution. Oh, merci, Président. Moi, je vois que cette proposition de résolution ne pose pas de questions, ne pose pas de problème. C'est vrai que le chef de l'État a fait des promesses, il a fait des déclarations, et on sait qu'il va tenir à sa déclaration. Je sais qu'on n'est pas à la fin de la pandémie, oui. Mais l'esprit de cette résolution ici, c'est de cibler ceux qui sont au front. C'est de les encourager, les pousser à faire davantage. C'est ça l'esprit de cette résolution.
Donc, il ne faut pas seulement attendre la fin de la pandémie pour pouvoir encourager quelqu'un. Je crois que la déclaration du chef de l'État, cette résolution n'est pas contre la déclaration du chef de l'État. Elle va avec la déclaration du chef de l'État. Donc pour moi, c'est le moment d'adopter cette résolution pour pouvoir encourager le personnel qui est au front. Comme d'aucuns l'a dit, c'est vrai que ce n'est pas le seul groupe à encourager, mais comme eux, ils sont au front, c'est eux qui passent la plupart de leur temps à lutter contre la pandémie. Ce sont aussi nos soldats sanitaires. Et on doit quand même faire quelque chose pour les encourager à aller de l'avant. Je crois que je comprends cette résolution. L'esprit de cette résolution, c'est ça, c'est encourager, c'est de pousser de l'avant le personnel soignant à aller de l'avant. Je vous remercie. Oui, député Jimmy Klama Bagao. Ou bien c'est pas lui qui a demandé les sorties? Oui, c'est vous qui avez demandé la parole. GPR. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Comme les collègues l'ont dit, déjà, le Président de la République nous a dévancés. Et si on tient compte de ça, c'est dire la reconnaissance du gouvernement à tous les services, que les éléments de la santé le fassent. Donc, si aujourd'hui on prend cette résolution, c'est peut-être un doublon. Attendons le moment venu, comme les deux collègues du groupe parlementaire MPS l'ont dit, et nous verrons faire un travail pour l'ensemble et cette reconnaissance sera nationale. Merci, Monsieur le Président. Oui, député Tomel. Merci, Monsieur le Président. Le président du groupe UNDR a bien pensé au personnel soignant. Sa pensée ne vient que compléter ce que le gouvernement a eu déjà à faire. Pour ma part, je ne suis pas pour cette résolution tout de suite, mais comme nous sommes contrôleurs de l'action gouvernementale, les propositions sont faites, les promesses sont faites. Maintenant, il est question de suivre les réalisations de ces promesses. Est-ce que ces promesses sont tenues? Si ces promesses ne sont pas tenues, ou bien que ces promesses ne sont pas réalisées à 100%, en ce moment, on peut intervenir pour dénoncer et demander à ce que ça soit réalisé, ou encore proposer une autre résolution pour compléter les manquements. Je vous remercie. Oui, Bio. Merci, Monsieur le Président. Moi, je trouve que cette résolution-là, c'est un problème d'objectivité et d'éducation. Par exemple, dans un milieu, est-ce qu'il faut attendre que ça soit la fin du travail pour dire soko? Non. Chez nous, les moundans, en plein travaux, même on dit soko pour encourager les travailleurs à faire davantage. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire maintenant? Et si, dans les jours à venir, s'il y a d'autres qui se sont distingués par leur travail, ils seront aussi remerciés. Pourquoi attendre d'abord? Le soko se fait pendant, avant et après. Merci, Monsieur le Président. Oui, on aime bien ta phrase là. Non, vous savez, dans toute chose,
il faut savoir raison garder, hein, faire la part des choses. C'est vrai que moi, en disant, parce que c'est séance tenante que j'ai eu la résolution, quand j'ai lu la résolution, c'est vrai, c'est plaisant de lire ça. Mais en même temps, lorsqu'il y a quelque chose qui manque, moi, je ne m'arrête pas de le souligner. Je me dis, malgré ce que le gouvernement a fait, et du fait que la pandémie, il n'y a pas que le personnel sanitaire, c'est vrai, il est au front, qui a réalisé des prouesses. Il n'y a pas que les infirmiers et les docteurs. Il y a également les gestionnaires. Le ministre de la Santé qui est assis ici devant nous, là, ce qu'il a fait, c'est énorme. Où il est sorti, hein? Il n'a pas dormi nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Je le sais. Puisque moi-même, quand quelqu'un est attaqué par le virus, qui je cherche? C'est lui que je cherche en premier. C'est lui que je réveille la nuit, en pleine nuit, pour lui dire, voilà, il y a telle chose. Puisque quand tu appelles à l'hôpital de Farcha, personne ne te répond en réalité à un moment donné. Et donc, c'est pour dire que beaucoup de personnalités dans cette affaire-là se sont beaucoup investies. Et pour nous qui avons suivi de pas à pas, nous qui avons identifié, eu quelques malades avec le virus, on sait de quoi il s'agit. Donc c'est pour ça que j'estimais que c'est vrai, ils sont au front, mais en même temps, ils ne sont pas les seuls à être au front. Il y a bien des administrateurs qui étaient également au front. Et du fait que la résolution devrait être globale, je pense, c'est pour ça que je disais tout à l'heure au président du groupe UNDER, avant même de commencer, que dans ma pensée à moi, il fallait avoir une vision un peu plus globale de cette résolution. Et on peut l'améliorer. On peut l'améliorer par rapport à ça. C'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Il disait que j'étais déjà réticent, c'est ce qu'il a dit. Non, je ne suis pas réticent, je suis pour la résolution. Mais je voudrais que la résolution prenne en compte, en tout cas, les autres éléments qui n'ont pas été pris en compte, en tout cas, dans cette proposition de résolution. Voilà un peu, c'était ça mon point de vue. C'était pas pour rejeter la résolution, au contraire, je suis tout à fait d'accord. Et donc, nous sommes un peu partagés. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais je pense qu'il faut améliorer la résolution. Il faut l'améliorer et ensuite la prendre comme telle. Je n'ai pas besoin de donner la parole au ministre de la Santé. Monsieur le ministre, vous voulez parler? Non, il n'a pas besoin. C'est notre résolution à nous. C'est une question purement parlementaire. Oui, monsieur le président du groupe UNDER, si vous pouvez nous aider un peu. Je ne peux que vous aider, monsieur le président. Ce projet de résolution ne peut pas être l'objet d'une guerre de tranchées. Non. Je crois que nous regardons tous dans la même direction. Il n'est pas bon qu'on traîne là-dessus comme ça, comme si c'est une question personnelle. C'est une question qui nous anime nous tous, quoi. Nous avons les mêmes préoccupations, les mêmes soucis. Et je voudrais juste par rapport à ce que vous avez dit, monsieur le président, dire que quand on parle de la ligne de front, c'est de ceux-là qu'il s'agit. Ce n'est pas le ministre. Ce n'est pas un autre. C'est vraiment la seule clarification que je voulais donner. Il s'agit des infirmiers, des garçons de salle, des médecins, des anesthésistes, et ainsi de suite, des urgentistes, c'est tout ce que vous voulez. C'est de ceux-là qu'il s'agit. On aurait même pu dire qu'on va les limiter à 75. Non, on ne limite pas à 75 parce que d'autres n'ont pas contracté la maladie. Les 75 sont ceux qui ont contracté la maladie. Mais d'autres ne l'ont pas contracté. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et donc je ne pense pas qu'il faille qu'on s'attarde là-dessus, chacun avec des arguments, on va se répéter indéfiniment. Ce ne serait pas une bonne vision pour nous. Et je ne vais donc pas me répéter. Je maintiens ce qui est dit.
en disant qu'il faut serrer les choses. Actuellement, c'est le personnel de front qui est concerné. Comme l'a dit mon voisin de derrière, dans une langue que tout le monde ne comprend pas, soko soko, ça veut dire merci. Ça veut dire merci quand les gens sont au champ en train de travailler. On n'attend pas le retour du champ pour les féliciter ou les remercier. C'est pendant qu'ils sont en train de laborer qu'on leur dit soko soko, merci, merci. Monsieur le Président, je m'en remets à votre sagacité. Je m'en remets à votre sagesse. Ce que vous allez nous recommander de faire, je l'accepterai sans rechigner. Je vous remercie. Très bien. Moi, je pense que nous allons renvoyer cette proposition de résolution à la commission politique générale, à la commission santé, pour nous l'améliorer et que le moment venu, si nous estimons que la Covid a complètement diminué dans notre pays, nous allons reconnaître tout le monde et nous allons les reconnaître dans une résolution où le personnel de santé sera pris, fera l'objet d'un point particulier, où ceux qui sont membres du comité de crise feront l'objet d'un point particulier également, et puis les partenaires techniques et financiers également, puisqu'ils nous ont aidés financièrement. Il y a des pays amis également qui l'ont fait. Et donc tout cela devrait être vraiment une résolution globale et je souhaiterais que la commission politique générale et la commission santé puissent se rapprocher de l'auteur de cette résolution et nous compléter en tout cas le document. Voilà un peu ce que je suggère. Et je pense que c'est une bonne initiative et que le moment venu, tout le monde sera servi. Monsieur, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous êtes d'accord? Si vous ne répondez pas, moi je veux... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Donc, si nous pouvons donc abréger cette discussion, je renvoie l'ensemble du dossier à la commission politique générale et à la commission santé. Et donc, la discussion est terminée sur ce point. Je voudrais donner la parole au député Zakaria Mamad Saleh pour intervenir. Pour 5 minutes. شكرا سيد الرئيس. السادة الوزراء والاستاف، إخواني وأصدقائي النواب والإخوة أعضاء جروب المجموعة الأغلبية الرئاسية والمعارضة. السيد الرئيس، اسمح لي أولا لأهمية الموضوع الدائر أقوله أتقدم بالشكر والتقدير أولا لسعادة الأخ رئيس الجمعية الوطنية وللإخوة رؤساء المجموعات البرلمانية للعمل العظيم القموتوا بيا، للعمل الناشط الشعب ناشط ممثلينه في الجمعية الوطنية لمكافأة السيد الرئيس والإخوة. اتخذتوا قرار قوي وقرار يدي الدولة مكانتها وينطي السيد رئيس الجمهورية المكان اللي يستحقه، وهو المشير السيد الرئيس. هذه الرتبة التي منحت رئيس الجمهورية هي مطالبة من الشارع ومن الشعب التشادي والنواب تلبية لمتطلبات ممثلينهم اختاروا هذا الشيء. فاستطاع الرئيس بحكمته وشجاعته أن تعيش هذه بلدنا بسلامة في جميع الأراضي التشادية، إضافة إلى التعايش السلمي التي تعيشه تشاد والتفاهم بين الأديان، مسلمين مسيحيين كاثوليك بروتستانت، زيد على ذلك كل حدودنا فيها شيء خلى رئيس الجمهورية يستحق هذا الكلام بدون منازع. لهذا
نحن باسم شعبنا التشادي بصفة عامة وبشعب ولاية سيلة بصفة خاصة نهنئ رئيس الجمهورية لهذا الفخر والاعتزاز ونعتز به لهذا الرتبة التي منحت له. سيد الرئيس، أنا وقف أمامكم لكي نسحب نتيري الكوسيون دانتربلاسيون المقدم لوزير الأمن. الكوز السبب شنو؟ لأن مسير البريزيدان الأمن هو العافية وهو التنمية، ولما رئيس الجمهورية يختار وزير يختار لتشات ويختار عين وأضان ليه هو عشان ينفذ سياسته. عشان ده أن احنا منذ ست شهر نطالبوا في الوزير في مكتب ما بنلقوه. 6 شهر كان طالب رئيس الجمهورية تلقاه 60 مرة، لكن هو ما مستعد يلاقينا وما مستعد يجي قدام الجمعية الوطنية. لهذا باسم ديبيتي دي بروفينس دي سيلا، باسم الكادر هنا الريجون دي سيلا، نحن نتيري الكيسيون اورال ونعلن نكتب لرئيس الجمهورية وهو المشرف العين الراعية والعين السارة، نكتب لرئيس الجمهورية هو اللي يحل مشاكلنا. لهذا مسير البريزيدان ولاية سيلة محددة مع أفريق، مع سنتر أفريق، مع السودان، من الإيتا ديرجانس يا اليوم 5 جوفرنير ما في 23 بروفنس 5 جوفرنير في 6 شهر إلا في سيلا. مثل البريزيدان الناس ماتوا من الإيتا ديرجانس رفعوه يا اليوم 14 شخص. زول كي كربو ده هو قتلوه ما في، زول كي كربو قدموا للعدالة ما في. الناس ده لا سيدا منستر مثل البريزيدان أنا سكرتير ببليك مسؤول عن أمننا، مسؤول عن سلامتنا. مثل البريزيدان نتعامل معي بأي باب. لهذا أنا ريتيري الكوسيون أورال وأنينا نطالبوا البريزيدان لأن قدامكم هنا بوكو تكل توسطنا بالبريزيدان دي جروب قاعد الوسطنا بأصدقاء الوسطنا عشان نقعد نحلوا مشكلة قاعدة ما نفتشوا شيء آخر ندوروا سلامتنا. كان المنستر النار في أبدي حرقت حلة شمبولي كل 460 كوزي 1000 وكم جينا كتبنا زول يا ألوم روبوس ما لقينا. لكن في الرجوع هنا يا أمس بكان بقى هو منستر الافير سوسيال ركبوا افيون وفاتوا لي الرجوع هنايا. بوركوا مسير البريزيدان؟ لهذا انا بعتذر اذا كان كلامي قلت قدامك بهذه الطريقه، لكن خليه اكد الريجون دي سيلا ليه هو بتام ما يدور منا امني ولا يدور منا خدمه، نحن ندورها من رئيس الجمهوريه وده القانون مسموح لنا. شكرا مسير البريزيدان. ميرسي يا جماعه. Merci, ça ne fait pas l'objet d'une discussion puisque ce n'est pas un fait finalement personnel, c'est un fait qui fait partie de notre responsabilité de contrôler l'action gouvernementale. Et c'est vrai, le ministre n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'il ne viendra plus pour répondre à cette question. Donc je tiens à remercier le député Zakaria Mamad Saleh que quand il s'agit d'une question vraiment personnelle, il faut que ça reste très personnel. Sur cette question, nous sommes d'accord avec vous que le moment venu, nous allons toujours interpeller le ministre afin que le ministre vienne répondre à la question. Il ne faudrait pas être découragé. Un député ne se décourage pas. C'est vrai. Parfois on invite le ministre de l'Environnement, on l'a invité combien de fois? Il n'est pas venu, mais finalement il est venu quand même. Le ministre du pétrole, ça fait 3-4 fois qu'on l'a invité, il n'est pas venu. Mais il sera obligé de venir toujours rendre compte à l'Assemblée nationale. C'est ça même l'objet, c'est ça même notre mission, contrôler l'action gouvernementale. Quelles que soient les absences des ministres, ils sont obligés de venir un jour rendre compte à l'Assemblée nationale parce que c'est ça notre mission. Notre mission, c'est de contrôler l'action gouvernementale, quelles que soient les conditions. Donc, il ne faut pas vous décourager. Il faut tenir bon.
Et puis, le moment venu, le ministre, soit il nous enverra une lettre pour expliquer les raisons, les problèmes qui se posent, soit il viendra lui-même s'expliquer. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à l'intervention du député Zakaria Mamassale, et demander également aux membres du gouvernement qui sont là, merci d'être venus pour je dirais, les dernières activités de l'Assemblée nationale. Je voudrais remercier particulièrement le ministre de la Santé publique pour son implication, sa participation et également ces rapports assez longs qui ont perturbé un peu les députés de temps en temps, mais c'était pour faire un rapport complet sur l'état de la situation épidémiologique dans notre pays et également des travaux que le gouvernement est en train de faire pour renforcer nos hôpitaux, pour renforcer le personnel, pour renforcer nos hôpitaux en équipement. Et je tiens à le remercier franchement pour tout ce qu'il a fait pendant cette session. Je tiens à remercier également les présidents de groupe. Sans eux, tout cela n'aurait pas pu intervenir. Sans eux, on n'aurait pas accompli tout ce que nous avons accompli pendant cette session. Une très grande compréhension au sein des présidents de groupes parlementaires. De temps en temps, on peut ne pas être d'accord, mais l'essentiel, vraiment, la compréhension au sein des groupes parlementaires nous a permis d'arriver aux résultats auxquels nous sommes arrivés. Je voudrais également saluer le travail des secrétaires des séances qui ont pris part, également aux membres du bureau qui ont pris part, et à tout le personnel, surtout le personnel des médias qui nous filme régulièrement pour ramener nos images, en tout cas à l'opinion nationale et à l'opinion internationale. Vraiment, cette session est une session qui a fonctionné d'une manière dérogatoire. Nous espérons qu'au moment où nous allons revenir, que la pandémie sera maîtrisée et que les sessions plénières de l'Assemblée nationale se feront dans son format habituel pour permettre à tous les députés de prendre part en tout cas à nos activités parlementaires. Bon, j'étais en train de parler, mais là, je vois que le député Kebzabo voudrait intervenir. Oui, monsieur le député. J'ai effectivement demandé la parole, monsieur le président. Sans doute que le document vous est parvenu avec un peu de retard pendant que vous amorciez la fin de la réunion. Je voudrais aussi faire quelques commentaires par rapport à tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Mon collègue Zakaria a parlé en arabe. C'est dommage que beaucoup de gens ne comprendront pas. Mais je voulais exprimer les mêmes regrets que lui. Le ministre de la Défense en charge de la sécurité, c'est pas la première fois qu'il se rebiffe, alors que ici même, la dernière fois, vous vous rappelez qu'il s'est engagé à venir personnellement répondre à cette interpellation et cette question orale sur l'insécurité. Moi, je me mets un peu à la place des populations concernées, parce que ce n'est pas un débat politicien, ce n'est pas un débat sur des aspects idéologiques ou quoi que ce soit. C'est un débat concret sur des situations que vivent les gens sur le terrain, en l'occurrence, pour ce qui concerne les deux régions du Marakébi, depuis plus de 20 ans. Quelqu'un me posait la question hier, mais est-ce que ce n'est pas une autre forme de Boko Haram que vous vivez au Marakébi? Oui, c'est une autre forme de Boko Haram, beaucoup plus torturante, parce que ce sont les nerfs qui sont mis à l'épreuve. Quand quelqu'un vient dans une famille braquer, enlever un homme, comme c'est la dernière fois, le 9 février, qui est le cas le plus poignant, son fils de 14-15 ans qui voudrait intervenir, on l'a abattu. Son enfant a été abattu. On l'a emmené. Jusqu'aujourd'hui, il est entre les mains des malfrats. Ce sont ces questions-là qu'on voulait poser au gouvernement. Je ne vais pas revenir sur ce qui est passé il y a un mois, dans la même zone.
On a enlevé 4 personnes, on a payé 7,5 millions. Une semaine après, on a enlevé 6 personnes, on a payé 13 millions. C'est ça qui se passe presque au quotidien dans ces régions-là. Dans la région de Gamba, c'est-à-dire du côté de Fianga, c'est la même chose. Dans la région de Lamé, c'est la frontière avec le Cameroun, qui est tout proche à côté d'une forêt. Dans la région de Fianga, Gamba, c'est aussi proche du Cameroun, mais avec la spécificité que c'est une grosse forêt autour des chutes Gotio. On ne peut pas se séparer sans qu'on le dise. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'intervient pas? Des unités spéciales ont été formées dans la lutte contre le terrorisme. Ce sont ceux-là qu'il faut envoyer dans la région et non pas laisser les gendarmes ou les gardes nationaux sans moyens parfois aller errer là-bas pour revenir sans résultat. Il faut des actions vigoureuses. Il faut des actions vraiment qui prennent en compte la gravité de la situation parce que c'est des dizaines et des dizaines de millions, j'allais dire des centaines de millions qui ont été perdus par les populations. Parce que chaque fois, il faut se cotiser, il faut aller vendre les bœufs, et c'est donc un appauvrissement constant de la population qui est en train de se faire de façon progressive sous nos yeux. Et ce n'est pas normal. C'est pour ça que nous, on aurait souhaité vraiment que le gouvernement soit présent devant l'Assemblée nationale pour que les députés qui sont concernés, ils sont nombreux. Parce que parfois, cette situation-là, ce n'est pas seulement le Mayo-Kébi. Il y a des situations d'insécurité qui ressemblent à celle-là dans d'autres régions. Il était donc important, je pense, que le gouvernement s'y intéresse. Mais maintenant que le ministre, pour la deuxième ou troisième fois face à cette question, se récuse et ne vient pas, qu'est-ce que les gens vont penser? J'essaie un peu d'imaginer ce qu'ils ont pensé. Mais je ne veux pas le dire. Je crois que c'est des citoyens, ils auront, par les canons qui leur sont propres, les moyens de s'exprimer. J'ajoute que en février, les cadres de la région ont écrit un document poignant qu'ils ont envoyé au président de la République. Un document qui a été signé à la va-vite comme ça, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire circuler amplement, mais il y a eu près de 300 signatures. Si, comme on l'avait demandé, il fallait faire circuler ça plus largement, on aurait recueilli des milliers de signatures. Ce document est resté aussi sans suite. C'est toutes ces questions-là qui nous interpellent. Ce sont des régions qui sont très sensibles pour différentes raisons. Mais je ne peux pas me cacher de vous dire que dans certaines zones qui sont vraiment juste à la frontière, il y a eu une migration de la population. Les gens sont déplacés, ils sont mis au Cameroun, où ils se sentent plus en sécurité. Est-ce qu'un État de droit, un État qui se respecte, un État qui prône la justice dans tous les sens du terme peut accepter que ses propres citoyens aillent se mettre sous la sécurité d'un autre État? C'est aussi cette dimension-là qui nous interpelle. Donc c'est un peu toutes ces questions-là, Monsieur le Président, qui font que je crois qu'on va insister, comme vous le dites. On va malheureusement perdre du temps. On va revenir encore en septembre pour poser les mêmes questions. J'espère qu'à ce moment-là, le gouvernement, par le ministre de la délégué à la Défense et chargé de la Sécurité, daignera enfin venir à répondre à nos questions. Je voulais terminer par un autre aspect d'un autre débat, mais je crois que je ne vais pas alourdir l'atmosphère plus qu'elle ne l'est. Cette question-là, je préfère en discuter avec le président de l'Assemblée nationale, à qui je vais déposer d'ailleurs une lettre aujourd'hui même par rapport aux derniers événements que nous avons vécus ici à l'intérieur de l'Assemblée et aussi à la présidence de la République. Je ne veux donc pas en faire un étalage. On se retrouvera, Monsieur le Président, je vous remercie. Très bien. Je voudrais donc, avec votre permission, procéder donc à la clôture, je dirais, oui, à la clôture des débats sur les deux questions que nous avons eu à débattre, et donc suspendre les travaux pour pouvoir les reprendre à 15 heures ou 16 heures, à 15 heures.
Très bien. À 15h, c'est pour la clôture. Et donc, la clôture, comme d'habitude, il n'y a pas grand-chose à faire que d'écouter mon discours, souvent, parfois lancinant, et puis tout, faire la rétrospective un peu de tout ce que nous avons fait, et demander aux députés qui vont aller en vacances de faire très attention au Covid-19. Mais également d'apporter les éléments de communication nécessaires pour que les populations dans le reste de notre pays puissent comprendre l'importance des mesures barrières que le gouvernement leur demande de prendre, mais également de voir un peu comme d'habitude quelles sont les activités de développement, quelles sont les autres activités qui nécessitent l'intervention du gouvernement, l'intervention de l'Assemblée, afin de nous proposer des rapports de fin de vacances pour que nous puissions les soumettre au gouvernement. Voilà un peu ce qu'il y aura dans mon discours. Il n'y aura pas de choses extraordinaires. Nous avons relevé tout ce que l'Assemblée nationale a fait pendant cette session. Donc la séance est suspendue.